3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Moi ça va pas mal parce que vous savez que tous les mercredis, c'est la tradition un petit peu maintenant, ça part en best of live, en mode Crystal Ball. Ouais, lundi c'était cool, on a fait un gros truc sur la conférence Est, on fera la conférence Ouest la semaine prochaine, donc ne manquez pas ça si vous voulez y assister. L'idée là c'était de prendre les équipes une par une, dans l'ordre inverse du classement, et de voir un petit peu toutes leurs chances d'aller en play-off, en prenant en compte différents critères. Ça nous a permis, tous ensemble, en mode bouquet final, à la toute fin, de remplir notre bracket, pour voir à quoi ressemblera le premier tour des play-offs dans la conférence Est. Du coup, est-ce qu'il y a besoin de s'attarder beaucoup plus? Je ne crois pas, le concept vous l'avez capté, donc on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Quel sera le bracket NBA 2022 pour la conférence Est? Aujourd'hui, on va faire le point sur toutes les équipes de l'Est, donc on va prendre le classement de la conférence Est en partant par la fin, et on va essayer de voir, équipe par équipe, quelles sont les chances de play-off, et surtout voir à quelle place elles peuvent se classer d'ici la fin de la saison. Pour ça c'est simple, je vais vous présenter chaque team, vous parler de la saison en cours, faire un petit bilan et de tous les espoirs qu'elles peuvent avoir, puis vous demander de voter à chaque fois pour voir où vous les situez dans vos pronostics de fin de saison, et essayer de voir à quelle place vous les imaginez se classer. Pour ça, on va essayer d'étudier tout plein de choses, bien sûr la place actuelle, la dynamique de l'équipe, le niveau de l'effectif, les blessés, la difficulté du calendrier, je vous ai préparé tout plein de choses, et ça permettra d'affiner vos pronostics un petit peu. Alors m'en voulez pas, je vais parler de toutes les équipes, bien évidemment, parce que mathématiquement elles peuvent encore toutes se qualifier en play-off, donc je ne ferai pas mon boulot si je parlais pas de toutes les équipes. Par contre, les équipes de fond de tableau, il faut être honnête, les chances sont quand même minimes, donc c'est pas les équipes sur lesquelles je vais passer plus de temps, parce que notre but, clairement, entre maintenant et la fin du live, ça va être de remplir le bracket de la conférence Est, seed par seed, pour essayer de voir quel sera le classement, mais surtout quels seront les duels au premier tour des playoffs. Donc pour ça, je vais avoir besoin de vous, je vais vous présenter ces choses-là, vous allez voter, donc let's go, on va se faire ensemble ce bracket de la conférence Est, et ça me plaît beaucoup. Première équipe dont je vous parle, comme vous le voyez, je vous ai affiché le classement là tout à droite, donc on part par le fond. Voici le Orlando Magic. Bon, on va être honnête, le Magic, on en attendait pas grand chose cette saison, et on va le dire franchement, on n'a pas eu grand chose en termes sportifs et de résultats. L'objectif de l'équipe était franchement à la reconstruction, l'idée c'était de donner du temps de jeu aux jeunes, et c'est ce qui a été fait. On a vu des belles choses quand même de mecs comme Cole Anthony, comme Franz Wagner, comme Wendell Carter Jr. aussi, qui m'a pas mal plu, Jalen Suggs aussi, mais je vois, en fait, si je fais le bilan, je me dis que je vois aucun d'eux vraiment devenir une superstar dans une équipe qui va gagner. Ça peut être des bons joueurs de complément, après j'espère pour eux qu'ils me feront mentir, mais pour l'instant je vois aucune superstar, peut-être même aucun all-star dans ce groupe, mais bon, c'est aussi l'idée de les tester, ces jeunes joueurs à Orlando. Ça m'a plu par contre de revoir Markelle Fultz là, qui est revenu il y a pas longtemps après sa grave blessure, ce serait bien qu'il puisse enfin lancer sa carrière, le pauvre. Mais à part les bons petits matchs de Franz Wagner qui m'ont plu, le jeu agressif et le sourire et la bonne humeur de Cole Anthony, je trouve qu'il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent du côté du Magic cette saison, qui même si c'est mathématiquement possible encore, ils n'ont clairement aucune chance, ou très 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 peu de chance à mon sens, de faire les playoffs. Pour le Magic, pas de surprise, vous êtes 95% à penser qu'ils ne feront pas les playoffs, et 5% d'optimistes à penser qu'ils vont faire une grosse série pour accrocher le play-in. Je vous avoue que j'y crois pas vraiment, j'aurais mis pas de playoffs pour Orlando, moi aussi, donc on va directement passer à l'équipe suivante. L'équipe suivante, c'est les Pistons. J'aime bien ce que montre Détroit dernièrement. Ils ont fait de belles victoires, notamment contre Boston, contre Cleveland, contre Charlotte, contre Toronto. Et je trouve que depuis le retour de Jerami Grant, et puis depuis que Cade Cunningham s'est mieux adapté aussi en NBA, au rythme NBA, qu'il a fait sa place, je trouve que cette team montre qu'elle a du talent quand même. On a l'arrivée de Bagley, que je trouve intéressante aussi, peut-être qu'il va enfin pouvoir lancer sa carrière, même si j'attends pas de lui qu'il devienne une superstar, il peut quand même devenir un joueur intéressant. On a un Saddiq Bey aussi, après une saison qui a été pour la première moitié plutôt compliquée, qui je trouve retrouve peu à peu son jeu. On a un Killian Hayes qui montre sa polyvalence depuis qu'il est 6ème homme, même s'il met toujours pas ses shoots, je trouve qu'il peut peser de bien d'autres façons, tout ça c'est intéressant. Et franchement là, tout ce que montre cette équipe sur la fin de saison me plaît. Le souci, c'est que ces Pistons ont pris beaucoup trop de retard, et même si l'effectif est prometteur, je me dis qu'il est quasiment impossible là aussi d'imaginer faire une remontée fantastique et accéder ne serait-ce qu'au play-in. Bon, comme vous le voyez, je l'ai pas expliqué pour l'équipe précédente, j'ai mis les
principaux absents ou les principaux blessés, donc là il y a que Frank Jackson qui manque, donc rien de fou. Et en plus du classement tout à droite, juste à gauche là vous voyez, ça c'est le calendrier qui est le calendrier restant, et là en plus de ça Détroit va quand même avoir quelques matchs assez difficiles. On voit Atlanta, Chicago, des déplacements à Boston, à Miami, à Cleveland, à Brooklyn, à Philadelphie pour finir, donc le calendrier de Détroit en plus c'est pas forcément simple. Allez, pour Détroit, même sanction, vous êtes 95% à penser qu'il n'y aura pas de play-off, 5% à penser qu'ils peuvent faire eux aussi une remontée fantastique et accéder au play-in. Ça va être compliqué, moi pareil, je pense que bon, de toute façon les Pistons c'est pareil, même s'ils ont des choses prometteurs, c'est un peu comme Orlando, leur but c'est de tanker et de viser la draft. Les play-offs, je pense qu'ils sont très conscients que ce ne sera pas pour cette année, donc on est assez d'accord, on va passer à l'équipe suivante, parce qu'à mon avis, Détroit, ça ne sera pas au play-in. Troisième équipe dont je vous parle, ce sont les Indiana Pacers. Et là, je vais peut-être être sévère, mais quelle déception de mon côté cette saison, parce que je trouvais que l'effectif avait de la gueule. Je pensais que l'arrivée de Rick Carlisle arriverait à les mettre sur le droit chemin un petit peu. Je pensais qu'avec sa science du jeu des deux côtés du terrain, son expérience de coach, sa connaissance de la maison aussi, parce qu'il était déjà passé par Indiana, il arriverait à trouver la bonne recette autour de gars comme de gars intéressants, comme Malcolm Brogdon, comme Domantas Sabonis, comme Miles Turner. Mais en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Bon, déjà, il a pas eu de chance avec les blessures, avec un TJ Warren qui a pas du tout joué, un Miles Turner qui a manqué une bonne partie de la saison, un TJ McConnell qui s'est fait les croiser le pauvre et qui avait quand même un rôle important, sans même parler de Brogdon et Levert avant qu'ils partent, qui ont manqué pas mal de matchs. Mais en plus, je trouve que les blessures n'excusent pas tout, parce que l'équipe n'a jamais vraiment trouvé de fond de jeu. Les Pacers ont mal commencé la saison, jamais ils ont réussi à relever la tête. Ils ont enchaîné des séries de 6 ou 7 défaites de suite, et ils ont jamais fait mieux que 3 wins consécutifs pendant toute la saison. Alors aujourd'hui, à Indiana, on a tourné une page en envoyant Sabonis et Levert ailleurs, et là on a eu des arrivées de Hield et de Haliburton qui sont intéressantes. Cependant, je pense que l'équipe est beaucoup trop à la traîne pour espérer quoi que ce soit, et même si j'ai beaucoup aimé la saison rookie de Chris Duarte, que ça m'a fait plaisir de revoir Lance Stephenson sur les terrains aussi, je pense que cette saison les Pacers ont raté le train tout simplement. Mathématiquement ils pourraient encore espérer un truc, mais je n'y crois très peu, voire pas du tout, vu les moves qui ont été réalisés à la deadline. À mon avis leur objectif est pas pour cette saison, et clairement pour les saisons suivantes. Donc imaginez les Pacers en playoff avec toutes ces blessures et avec cet effectif, je n'y crois que très peu. Bon, concernant les Pacers, vous êtes 91% j'ai envie de dire, à raisonner de façon assez correcte, à penser qu'ils n'iront pas en play-off. 9% d'optimistes à penser que grâce à un Haliburton qui est très bon depuis qu'il est arrivé, et puis qui a une bonne association avec Malcolm Brogdon, parce que Malcolm Brogdon est revenu de blessure, et je trouve que les deux fonctionnent bien finalement ensemble. Donc 9% qui pensent qu'ils peuvent faire une remontée de fou et accéder au play-in. Moi, perso, j'aurais voté également pas de play-off pour les Pacers, parce qu'à mon sens, ils ont pris trop de retard. En continuant à remonter dans le classement, on tombe sur les New York Knicks. Et si les Pacers sont une déception, que dire des Knicks? L'équipe avait montré de super choses l'an dernier, avec un Julius Randle en mode All-Star et une 4ème place qui était acquise dans la conférence Est. Avec les arrivées d'Evan Fournier, Kemba Walker et un Tom Thibodeau qui était quand même coach de l'année, il y avait de quoi espérer faire tout aussi bien, je pense, cette saison, ou franchement au moins bien classé, mais pas du tout. Et parfois je me demande si quelque chose est pas cassé chez ces Knicks. Randle a très mal débuté la saison, et même si depuis quelques semaines, là il fait ses stats, il a que très peu d'impact sur la win. La greffe Kemba Walker n'a jamais prise, aujourd'hui il a carrément été écarté de l'effectif. Evan, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de tir sur les arrières, je le trouve très mal utilisé. Et pour finir, je trouve que Thibodeau doit vraiment se remettre en question. Son discours ne semble plus passer, ses rotations je les trouve catastrophiques, et je trouve qu'on est loin du coach qui était coach de l'année dernière. Donc ok, la blessure de Derrick Rose n'a pas aidé, mais ça fait clairement pas tout à New York. Et même si je veux dire un petit mot sur Obi Toppin et RJ Barrett qui m'ont bien plu cette saison, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à espérer, ou plus grand chose à espérer du côté de Big Apple, n'en déplaise aux fans. Non seulement là le retard qui est pris commence à être très important, mais en plus de ça là je trouve que la dynamique est terrible, elle est terrible. On a des défaites qui s'enchaînent actuellement, les titulaires se font bouffer dès qu'ils sont sur le terrain par leurs adversaires, en attaque la balle circule mal, personne ou presque ne défend. Les fans new-yorkais, là, je me dis, ils doivent être bien tristes. Alors bien sûr, mathématiquement, un play-in et même des playoffs sont encore envisageables, mais le visage que montre cette franchise dernièrement ne me permet pas vraiment d'être optimiste. Surtout que le calendrier, là, quand on le regarde, il s'annonce bien compliqué. Alors c'est cool d'avoir démoli les Clippers dimanche, mais des perfs comme ça, il en faudra encore tout plein. Il faut refaire ça face à des adversaires de plus de valeur, avec un road trip qui arrive là en plus. Donc tout ça, c'est chaud, et c'est dommage de voir qu'il y a autant de difficultés
du côté de New York, du côté de la grosse pomme, quand on se rappelle qu'en plus de ça, les Knicks avaient bien commencé en remportant 4 de leurs 5 premiers matchs. Ils en sont bien loin de ce niveau-là, malheureusement. Alors, pour New York, vous êtes 84% à penser qu'ils ne se qualifieront pas pour le play-in, 16% à être un petit peu plus optimiste et à penser qu'ils feront le play-in, parce que de ce que j'ai lu dans le chat, vous êtes assez content de l'apport de Cam Reddish, notamment. Mais ce qui est compliqué, c'est que là, pour l'instant, il va falloir qu'ils arrêtent ces New-Yorkais, comme ils l'ont fait plusieurs fois avant le All-Star Break, de mener de 20 points et de se faire remonter en choquant complètement dans les derniers quarts-temps. Et moi, c'est cette dynamique qui m'inquiète. Donc moi aussi, j'aurais voté hors play-in pour ces Knicks. Alors que pourtant, c'était une de mes grosses cotes de début de saison. Je pensais qu'ils allaient faire quelque chose, les New-Yorkais. Et je suis très déçu parce qu'ils en sont loin. Donc grosse déception pour moi du côté de New York cette saison. Équipe suivante, les Washington Wizards. Alors eux, en début de saison, je trouve qu'ils ont super bien fait illusion. Au bout de 13 matchs, Washington avait 10 victoires à son compteur, donc franchement 10 victoires en 13 matchs pour cette équipe, moi j'étais le premier surpris. Ils étaient même premiers à l'Est pendant un petit temps. On avait un Kyle Kuzma qui jouait comme un All-Star, on avait un Kentavious Caldwell-Pope, un Montrezl Harrell et même un Dinwiddie qui montrait de belles choses. Bradley Beal, même s'il était maladroit, je trouve qu'il arrivait bien à déléguer. Et le coach rookie, qui est Wes Unseld Jr., commençait même à faire beaucoup de parler de lui dans le bon sens. Sauf que, le problème, c'est qu'après ces 13-15 matchs, tout s'est écroulé. En fait, ça n'a pas du tout duré, cette bonne dynamique. Dès les premières défaites, on a vu cette alchimie qui a volé en éclats, on a entendu parler de grosses disputes, voire même de bastons dans les vestiaires, entre Caldwell-Pope et Montrezl Harrell. On a un Bradley Beal qui est retombé un petit peu dans ses travers individualistes. Après il s'est blessé de toute façon, et là c'est prévu, il va manquer tout le reste de la saison. On a un Dinwiddie qui était plutôt bon dans le début de la saison, mais qui ensuite, il avait plus envie, plus aucune agressivité, et du coup, à la deadline, on a un gros ménage qui a été fait, sûrement pour virer un petit peu les trublions et ceux qui étaient pas assez motivés. Donc on a Harrell et Dinwiddie qui sont partis, le contrat de Bertans qui a été bazardé aussi, pour notamment récupérer un Kristaps Porzingis qui, bien qu'il avait montré de belles choses à Dallas cette saison, a une santé fragile encore, très fragile. Là il vient de faire ses débuts avec les Wizards, c'était intéressant, je l'ai trouvé bon en plus, et dans une win, donc tout ça c'est positif. Mais pour dire vrai, j'ai l'impression que même si mathématiquement ils sont pas trop mal placés, avec un calendrier que je trouve à peu près accessible, une fois que le road trip à l'ouest sera passé en tout cas, on a à Washington, j'ai l'impression que les mentalités sont là, tous les regards sont tournés vers la saison prochaine et le développement des jeunes, et d'ailleurs même si je suis content de ce qu'a montré Deni Avdija dernièrement, il y a l'énigme qui entoure Rui Hachimura me déçoit un petit peu, il est en proie à des soucis mentaux, et je suis pas sûr qu'il atteigne son potentiel un jour, alors que c'est un joueur auquel je croyais plutôt. En tout cas, si on fait le bilan pour les rêves de play-in ou de play-off des Wizards, je me dis que sans Bradley Beal et malgré un Kuzma qui est performant, la dynamique n'est pas top dernièrement. Après, qui sait, pourquoi ne pas aller le chercher ce play-in? J'y crois peu, mais bon, j'y crois quand même plus que toutes les équipes dont on a parlé jusqu'ici, et ce serait pas la première fois que l'équipe me surprend, donc why not? On va voir ce que vous en pensez au vote. Pour Washington, 80% à ne pas y croire, à penser que ce sera hors play-in, 20% pensent qu'ils accrocheront le play-in, et pourquoi pas, franchement, quand on regarde mathématiquement, ils sont pas si mal placés, donc il y a moyen de l'accrocher ce play-in, mais j'ai l'impression que vous pensez comme moi, les regards sont plus tournés vers l'année prochaine que vers cette saison, donc effectivement, le play-in pour Washington, moi aussi j'y crois peu. Maintenant, les Atlanta Hawks. Et si jusque-là, on parlait d'équipes dont la dynamique actuelle était plutôt mauvaise, c'est tout l'inverse pour les Hawks. Sans dire qu'ils vont nous refaire le coup de l'an dernier, parce que l'an dernier, quand même, ils ont fermé beaucoup de bouches. La mienne, tout d'abord, parce qu'ils ont été excellents. Je trouve que ce qu'ils montrent depuis quelques temps est fort appréciable. Trae Young avait dit en début de saison que quasiment que les grands moments l'intéressaient, notamment les playoffs, et là ça se voit, plus la fin de saison approche, plus il y a d'enjeux et plus il est en train de monter en puissance. Son niveau dernièrement est excellent, non pas qu'il n'était pas en début de saison, mais là c'est encore plus visible, surtout qu'il implique énormément les autres, qui prennent d'autant plus confiance, et tout ça c'est bien utile pour les wins. Là on a un Gallinari et un Bogdan Bogdanovic depuis qu'il est 6ème homme notamment, qui monte en puissance par exemple. J'aime aussi la régularité que montre Kevin Huerter, qui est un shooter que j'aime beaucoup, qui défend bien aussi, et un John Collins, même s'il n'est toujours pas un All-Star, et mine de rien, il fait le taf. Je me dis, quand je regarde les Hawks avec un peu de distance, que c'est dommage en vrai que DeAndre Hunter ait manqué autant de matchs, car son rôle des deux côtés du terrain, je le trouve primordial. Je le trouve excellent dernièrement, et à mon avis, c'est une pièce importante là dans les bons résultats récents de cette équipe d'Atlanta. Je suis juste bien déçu de la saison de Clint Capella, pour être honnête, et quand on voit ce qu'il a porté l'an passé, c'est un peu frustrant, mais bref, je me dis quand même qu'on a une équipe d'Atlanta sur laquelle il faudra peut-être compter. Avant le All-Star Break, ils ont enchaîné 7 victoires de suite, ils
ils ont entamé une grosse remontée qui leur permet aujourd'hui de plutôt bien se situer au classement, juste en dessous des 50% de victoire. Et même si depuis là, le All-Star Break, ils ont dû essuyer quelques défaites qui étaient évitables, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont montré récemment, notamment face aux Bulls ou même face aux Raptors. Alors moi je dis, attention à Atlanta, parce que plus la fin de saison approche, plus ils sentent l'odeur du sang. À l'image d'un triangle, on sent qu'ils ont constamment quelque chose à prouver. Ajoutons à ça que leur calendrier fait partie sur le papier des plus faciles de la ligue, et je me dis qu'ils pourraient bien servir de poil à gratter dans la fin de saison et encore grappiller des places malgré le début de campagne qui a été plutôt décevant. Alors clairement, hein, maintenant, si on fait un autre bilan, on peut se rendre compte que la défense est parfois catastrophique, mais bon, l'équipe compense avec une attaque exceptionnelle où les bombes peuvent pleuvoir de partout. Donc comme on dit, c'est déjà ça, hein, de pouvoir mettre des points, même si t'en encaisses beaucoup. Si ça permet de gagner, ça suffit largement, parce que quand ils mettent dedans, l'équipe devient vraiment intenable et devient dure à battre. Donc plus les Hawks avancent dans leur saison, et plus c'est le cas, et plus l'attaque je la trouve forte. Alors pourquoi pas les imaginer faire quelque chose d'intéressant sur cette fin de saison. Pour les Hawks, vous êtes 75% à penser qu'ils finiront entre la place 7 et 10, donc en play-in. Vous êtes 15% à penser que non, ils ne finiront pas dans les 10 premiers et donc ne feront pas les play-in, donc pas du tout les play-offs. Et 10% à penser qu'ils finiront dans les places 4, 5, 6, donc vous croyez vraiment à la bonne dynamique des Hawks, vous croyez au calendrier qui leur reste, pour continuer sur leur bon rythme et grappiller encore 4 places pour arriver dans le top 6. Et why not? Moi, je pense que c'est peut-être un poil trop optimiste, mais je pense que 7, 8, 9, 10, c'est un minimum pour ces Atlanta Hawks. Ouais. Maintenant, les Brooklyn Nets. Et la première chose qui vient en tête quand on pense à ces Nets, c'est que là, quand on regarde le classement, ils ne semblent pas du tout à leur place. Mais là, un truc qui est devenu plus que visible, je trouve, dernièrement, c'est à quel point l'équipe est Kevin Durant dépendante. L'ailier n'avait aucun mal à porter Brooklyn en début de saison, mais dès qu'il s'est blessé, ça a été la descente aux enfers, hein. Rien d'autre. C'est pas le retour à mi-temps de Kyrie Irving ou l'attitude d'un James Harden qui faisait la gueule qui ont changé quoi que ce soit. L'équipe, c'est celle de KD, et quand il est pas là, c'est la catastrophe. Il y a eu 11 défaites de suite avant le All-Star Break, et cette dégringolade folle dans les classements, je l'avais pas prévu, hein, et je pensais qu'un Kyrie, même là un match sur deux, il arriverait à tenir les Nets avec la tête hors de l'eau, mais ça a pas été le cas. Ça fait presque bizarre, hein, de se dire qu'il y a un peu plus de 2 mois, l'équipe était vraiment en tête de l'Est, mais depuis ces 2 mois, il s'est passé tellement de choses. On a un James Harden qui est parti, tout le monde le sait, et malgré son attitude désinvestie, impossible de dire que les Nets n'en souffriront pas, parce qu'on parle quand même d'un multiple All-Star, d'un ancien MVP. Alors bien sûr, il y a un Ben Simmons qui est arrivé, qui est un très bon playmaker, un défenseur élite, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait vraiment où il en est physiquement ou mentalement. Il y a toujours pas de date de retour qui a été donnée, il s'entraîne toujours pas avec l'équipe, c'est inquiétant, même si là on a entendu que jeudi, les Nets vont jouer à Philadelphie, Simmons sera sur le banc et fera le retour avec l'équipe. Pour l'instant, on sait toujours pas quand est-ce qu'il va revenir et quand est-ce qu'il va rejouer. Maintenant, attention, tout n'est pas tout noir non plus, on a des arrivées qui sont intéressantes, comme celle de Seth Curry, comme celle d'André Drummond, même si je les trouve un peu moins percutants qu'à leur début au Nets, ils sont quand même utiles. J'aime bien le shoot qu'apporte Curry, j'aime bien la présence intérieure qu'apporte Drummond, ça Brooklyn en avait vraiment besoin, et surtout, le vrai point positif, c'est que ça y est, on a un KD qui est revenu de blessure, qui semble très bien remis, très en forme, ça s'est vu contre Boston dimanche, hein, malgré la défaite, et ça m'étonnerait pas quand même de voir les Nets remonter. La question c'est jusqu'où peuvent-ils aller, parce que KD ou non, il y a quand même des doutes quand même, ça fait beaucoup de quand même, mais il y a quand même des doutes. Outre Ben Simmons, on a un Joe Harris qui ne rejouera pas de la saison parce qu'il est blessé, un Kyrie qui malgré l'évolution des règles à New York ne peut toujours pas être là à plein temps, et je trouve que ce chaos là qu'il y a depuis plusieurs semaines, ça semble pas vraiment quitter l'équipe, et on sait toujours que quand il y a cette ambiance chaotique, c'est pas forcément, ça permet pas forcément d'être optimiste. Donc une fois n'est pas coutume, je me dis qu'à Brooklyn tout dépendra de KD, en tout cas beaucoup de choses dépendront de lui. Et il y a des questions qui se posent. Dans quel état est-il? Est-ce qu'il n'est pas encore fragile physiquement? Est-ce que c'est pas trop risqué de le faire beaucoup jouer pour une grosse remontée avant les playoffs? Il faudra peut-être, parce que ça va être important de remonter, mais attention à sa forme physique en playoff, parce que sans une remontée, je me dis que Brooklyn, qui était pourtant, qui faisait partie des favoris en début de saison, sans cette remontée, Brooklyn a tout à perdre. Une élimination en play-in, ça peut aller vite, Si t'es 9 ou 10ème, il suffit de perdre un match et t'es éliminé. Si t'es
si t'es 7 ou 8, si t'en perds 2 et t'es éliminé, ça va très vite. Et même en cas de qualification, si ils ont un mauvais seed, une mauvaise place, ils pourraient très 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 vite tomber au premier tour face à une équipe, face à une grosse tête de série, comme le Heat ou les Bucks, et là je suis pas sûr qu'ils seraient favoris. Donc les Nets ont tout intérêt à remonter pour s'éviter d'aller dans des situations difficiles en playoff, et pour ça, à mon avis, il faudra un grand KD. Donc on va voir selon vous où ils vont finir ces Brooklyn Nets. Pour ce qui est de ces Nets, vous êtes une majorité, 50% à penser que ça finira dans le play-in, donc aux places 7, 8, 9 ou 10, 45% à penser qu'ils vont quand même bien remonter et finir en 4, 5, 6 et s'éviter cette difficulté du play-in, mais bon, ils auront... Bon, si, ils peuvent avoir l'avantage du terrain s'ils finissent 4ème, et par contre 5% pensent vraiment et croient vraiment en ces Nets avec le retour de Kevin Durant, et on en a parlé dans le chat aussi, les bonnes choses que montre Cam Thomas, et l'arrivée de Dragic, qui même s'il lui faut du temps, après avoir passé autant de temps sans jouer pour se remettre, peut être intéressante au poste 1, notamment quand Kyrie Irving sera pas là. Donc ouais, 5% qui pensent qu'ils finiront en 1, 2, 3, mais la majorité pense que ça finira la saison en play-in, Brooklyn, et je pense que c'est bien parti pour, c'est sûrement ce que j'aurais voté aussi. Maintenant, les Charlotte Hornets. Qu'est-ce que ça fait de la peine de les revoir sous les 50%? Enfin, moi, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup, et je suis triste de voir qu'ils sont passés sous les 50%. Pourtant, ils ont fait un début de saison qui était, magnifique peut-être pas, mais qui était très intéressant, avec un LaMelo Ball qui mettait des étoiles dans les yeux de tout le monde, un Miles Bridges ultra surprenant, qui s'imposait comme le meilleur scoreur, et qui peut vraiment être un candidat très sérieux pour le MIP, un Terry Rozier qui peut être toujours très tranchant en attaque, quand il est dans un bon soir, un Kelly Oubre Jr. qui était un 6ème homme de luxe, qui scorait dans tous les sens, qui pouvait mettre des gros 3 points, qui pouvait carrément prendre feu, et même un Gordon Hayward qui retrouvait son niveau de jeu d'avant, peu son niveau de jeu d'antan. Il y a eu des moments en début de saison, j'avais l'impression de revoir le Gordon Hayward d'Utah et ça me faisait très plaisir. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, tout ça semble un petit peu loin. On a un Hayward qui s'est encore tordu sévèrement la cheville, un Bridges qui, je trouve, connaît un petit coup de mou, qui joue un petit peu moins juste, un Oubre qui est sur courant alternatif, et les shoots de Rozier rentrent de façon complètement aléatoire. Tout ça, ça aide pas. Après, j'aime bien ce qu'apporte Harrell depuis son arrivée à la deadline, mais pour moi, il compense pas les failles qu'il y a dans cette équipe, notamment dans la défense et la protection de cercle. Résultat, on a des Hornets qui arrivent toujours à faire quelques exploits quand tout le monde réussit son match, quand tout le monde est au top, mais qui peuvent vivre également quelques soirées désastreuses, notamment depuis début février, et parce que les mecs mettent pas leur shoot, et quand tout le monde est pas au top en même temps, ça devient bien plus difficile pour Charlotte. Là, j'ai bien aimé les victoires face à Cleveland ou face à Toronto dernièrement, mais ce genre de win, je trouve que ça se fait rare, sûrement trop rare. Et les soucis défensifs, là, j'en reparle parce que ça me rassure pas vraiment, ça m'inquiète même. Alors, au vu de l'ensemble de la saison, je pense que ça devrait passer pour une qualification au moins en play-in, surtout au vu de la concurrence, mais ce sera dur d'imaginer les Hornets bien plus haut à mon sens, parce que même si leur calendrier là qui est affiché, je le trouve pas non plus hyper compliqué, même s'il y a quand même quelques grosses confrontations à venir, ça pourrait, je pense, leur permettre de garder la tête hors de l'eau, mais viser trop haut, je pense que ça peut être compliqué pour cette équipe de Charlotte. Pour les Hornets, vous êtes 21% à les voir finir en play-in, 4% qui les voient descendre et aller en dessous du play-in, donc ne pas du tout se qualifier pour les playoffs, et 8% qui pensent qu'ils peuvent remonter, finir dans les places 4, 5, 6 au vu de leur calendrier qui est assez intéressant avec beaucoup de matchs à domicile, donc quand même 8% à penser qu'ils peuvent finir en 4, 5, 6, mais bon, grosse majorité quand même, 88% à dire que Charlotte ce sera 7, 8, 9, 10. On verra à la fin à quelle place ça les situe tous ces votes dans le bracket en fonction de vos votes. Voici les Toronto Raptors. Donc ça, c'est une équipe, encore une, qui m'a surpris dans le bon sens cette saison. Parce que pour être honnête, n'en déplaise à tous les fans canadiens à qui je passe le bonjour, en début de saison, j'attendais pas grand chose de ces Raptors. Et finalement, là, les voici en bonne voie pour se qualifier en play-off. Tout ça, déjà, grâce à un Fred VanVleet que je trouve fabuleux depuis le début de la saison. Le mec envoie des bombes de partout à 3 points, je le trouve très adroit, et pourtant il prend des shoots quand même qui sont loin d'être simples, et il fait même bien plus de passes que ce que j'imaginais. Lui, que je considérais surtout comme un joueur off the ball jusque-là, et ben je me rends compte qu'il est pas si mauvais aussi en tant que playmaker et en tant que premier porteur de balle. À côté, on a un Pascal Siakam qui revient en force depuis quelques temps. Après une saison dernière décevante, là, il a commencé la saison blessé et plus ça va, plus il monte en puissance. Je le trouve de mieux en mieux sur le terrain, dans son association avec Fred VanVleet, là, à côté. Je trouve que les deux joueurs se trouvent les yeux fermés. Quand
alors je l'ai dit, hein, c'est Van Vliet qui porte le plus souvent la balle, et ça permet à Siakam de faire pas mal de cuts, de jouer beaucoup en contre-attaque, mais ce que j'aime bien aussi, c'est quand les rôles s'inversent, parce que Siakam, je l'aime pas forcément en créateur numéro 1, mais c'est quand même aussi un joueur qui peut porter la balle, et c'est dans ces moments-là qu'on a un Van Vliet qui brille sans la balle, off the ball, et qui peut dégainer en catch and shoot à 3 points. J'apprécie aussi que Siakam soigne d'autant plus, et de mieux en mieux sa sélection de tir, il prend moins de 3 points, ça le rend plus efficace, et je le trouve plus propre tout simplement, ça fait du bien à ces Raptors tout ça. Alors derrière ces deux-là, bien sûr, faut ajouter un Scottie Barnes, qui vient d'être élu rookie du mois là dans la conférence Est, qui fait des débuts très intéressants en NBA. Il faut parler aussi de OG Anunoby, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est un mec qui est sous-coté, parce que c'est vrai qu'il est discret, mais il est quand même très utile des deux côtés du terrain, et je trouve qu'il joue très très juste. Et bien sûr, Gary Trent Jr., que j'apprécie beaucoup, j'en ai aussi parlé lui dans le live de la semaine dernière, et je l'apprécie énormément. Il a un gros investissement défensif, il peut faire beaucoup d'interceptions, il anticipe beaucoup les trajectoires de balles, et en parallèle, de l'autre côté du terrain, il met quelques tirs de loin qui font du bien. Du coup, pour tout ça, bien sûr, je félicite les joueurs, mais j'envoie aussi un joli big up à Nick Nurse, qui je trouve fait un super taf en impliquant tout le monde dans le bon rôle et en leur donnant confiance. Alors par contre, attention, il y a un peu une mauvaise passe là depuis une semaine ou deux du côté de Toronto. Il y a eu quelques grosses défaites là qui ont fait mal aux dents, donc là je pense aux défaites contre les Hawks, contre les Pels ou contre les Hornets. Puis les Raptors, ils ont perdu également contre le Magic et les Pistons. Tout ça, ça pique. Bon, après, il y avait la blessure de Van Vliet et la blessure d'Anunoby qui font mal. Donc ils devraient revenir vite, hein. Il n'y a rien de très grave pour eux. Et je pense que ça peut aussi expliquer les déroutes contre le Magic et les Pistons. Par contre, quand on regarde le calendrier qui reste aux Canadiens, on se rend vite compte que c'est pas du tout le plus simple et qu'il va falloir rester très très vigilant. Ce serait dommage, je pense, de gâcher cette belle saison en explosant en plein vol et dans la dernière ligne droite, là, parce que vraiment on rentre dans la dernière ligne droite. Donc là on a un road trip qui commence à San Antonio, qui finit chez les Clippers, qui pourrait vraiment être décisif. Il va vraiment falloir choper quelques wins pour ces Raptors qui aurait tout bénéfice, qui choperait vraiment du bénéfice à finir cette saison comme il se doit, afin de se retrouver sur un seed intéressant en vue des playoffs à mon avis. Pour les Raptors, vous êtes une majorité, c'est-à-dire 75% à penser qu'ils devront passer par le play-in, 4% pensent qu'ils vont couler et ne feront même pas le play-in, là je serais pas aussi pessimiste, et 21% quand même à penser qu'ils finiront en 4, 5, 6 et se qualifieront donc direct en playoff. Moi j'aurais été team play-in je pense, et c'est vrai que je l'ai lu dans le chat, et c'est quelque chose de très intéressant. Nick Nurse, c'est vrai que j'ai vanté ses qualités, et j'ai dit que j'étais très content du boulot qu'il faisait en donnant un rôle à tout le monde, mais c'est vrai aussi qu'il fait beaucoup jouer ses titulaires, parce qu'il manque un petit peu de rotation, et avec la marge qu'a Toronto, si l'idée de toute façon c'est de passer par le play-in, il pourrait les économiser un petit peu, histoire qu'ils arrivent à toute blinde au moment du play-in, parce que beaucoup trop de fatigue, ça pourrait être dévastateur, ça pourrait être catastrophique. Donc j'aime bien cette idée de voir Nick Nurse qui économise un peu plus ses titulaires pour faire quelque chose en play-in, et donc pourquoi pas les voir passer par le play-in, ça me semble assez cohérent. Allez, les Cleveland Cavaliers, voici la sensation un petit peu, j'ai envie de dire, de la conférence Est. Même si les temps sont un poil plus durs là dernièrement, faut dire que cette saison, dans l'Ohio, il y a eu de quoi faire la fête, la grosse fête même, j'ai envie de dire. Pour parler d'eux, je veux d'abord aborder le cas Darius Garland, forcément, parce que quel joueur il est devenu cette saison. C'est un vrai joueur comme je les aime, un mec qui peut scorer d'où il veut, quand il veut, mais aussi envoyer des tonnes et des tonnes de passes laser qui me font frémir. Il en a fait 19 l'autre jour contre les Sixers. J'adore son jeu, et Garland me satisfait. Alors j'avais vraiment de l'espoir en son potentiel, c'est un mec qui m'a toujours fait kiffer dans les années d'avant, mais penser qu'il allait atteindre ce niveau-là cette saison, jamais j'aurais parié dessus, et bravo à Darius Garland pour ça, parce que pour moi, il fait partie des grands responsables de la bonne saison de Cleveland. Mais maintenant, il faut parler des autres aussi. On a Jarrett Allen, qui est pivot, qui a été All-Star avec Garland et qui profite bien des passes de Darius Garland, que ce soit sur les lobes, sur les pick and roll, c'est la cible préférentielle du meneur, donc leur duo marche bien. Il joue également très bien le rôle de rim runner et de protecteur de cercle, et franchement, lui aussi, Jarrett Allen fait une bonne saison. Là, on en parlera un peu après, c'est dommage, hein, j'ai dû le mettre dans les principaux blessés parce qu'il vient de se fracturer le doigt. Mais c'est pas tout, parce qu'on a aussi un Evan Mobley, belle surprise aussi, parce que c'est votre favori pour le Rookie of the Year, on l'avait vu aux Awards, c'est le favori, c'est même pas juste votre favori, hein, c'est le favori tout court pour le rookie de l'année. Ce serait quand même un cataclysme qui remporte pas ce trophée. Et quel monstre en défense, mais pas seulement, c'est aussi un mec qui a de vraies qualités en attaque, qui est un joueur intelligent, vu sa faible expérience, c'est plutôt prometteur. Il peut marquer quasiment aux 3 niveaux, hein, même si c'est pas un spécialiste du shoot à 3 points, il peut s'écarter. Il me plaît beaucoup. Alors après, on peut même aller plus loin, on peut parler de Kevin Love, on peut parler de Lauri Markkanen, on peut parler de Isaac Okoro, on parle de Rajon Rondo, de Caris LeVert aussi qui est arrivé, même s'il s'est déjà blessé. Tous ont montré de belles choses, donc quand on voit que tous ces joueurs arrivent à briller alors qu'on les attendait pas,
Celui que je veux créditer avant tous les autres, c'est JB Bickerstaff. On a un tacticien qui a réussi, je trouve, à donner une réelle identité à cette équipe. On a des joueurs jeunes qui sont volontaires, qui sont soudés et qui veulent gagner des matchs parce qu'ils sont toujours motivés. Et pour ça, franchement, je pense que le coaching staff fait un bon boulot. Surtout que l'équipe a su survivre malgré la blessure de Sexton et même de Rubio, même s'il a été transféré. Ça a été 2 coups durs, au poste 1 ou au poste 2. Et franchement, c'est comme si il n'avait jamais été blessé parce que Cleveland a continué à gagner des matchs sans eux. Franchement, c'est tout ce qu'il faut. Maintenant, faut être conscient que depuis le break, c'est un petit peu plus chaud pour eux. On a les Cavaliers qui ont fait une petite chute dans les classements parce qu'ils étaient dans le top 3 à l'Est et comme vous voyez maintenant, même si en termes de victoire, ils sont pas bien loin, ils ont quand même un petit peu descendu. Il y a quand même un petit peu de fatigue, je pense, qui se ressent, peut-être le manque d'expérience dans les moments où ça compte là, en fin de saison, ça doit tirer un petit peu, et des difficultés encore à gérer avec les blessures. Heureusement, là, la victoire face aux Raptors de dimanche a fait du bien. Les retours de Levert et de Rondo, qui sont attendus de peu, seront utiles là, ils sont plus qu'en day-to-day, c'est pour ça que je les ai pas affichés dans la liste, mais je pense que ça fera du bien. Et le calendrier semble plutôt accessible en plus, je l'ai assez étudié, et je trouve que comparé à d'autres calendriers, il est plutôt bien. Maintenant, comme je disais, il y a cette fracture au doigt de Jarrett Allen qui est une grosse tuile, même s'il y a du monde pour le remplacer à l'intérieur, au vu de la saison qu'il fait, ce sera difficile de compenser son absence, et mine de rien, on a une fin de saison qui va s'annoncer un petit peu compliquée, et même si Darius Garland peut encore faire des grandes choses, je m'attends un peu à voir des Cavs en mode survie là sur cette fin de saison. Ok pour Cleveland, vous êtes 69% à penser quand même qu'ils vont réussir à tenir, ils passeront pas par le play-in, donc 69% à dire qu'ils vont finir sur les places 4, 5, 6, et 31% qui pensent qu'ils devront passer par le play-in sur les places 7, 8, 9, 10. Il n'y a pas eu de vote sur les autres étapes. Donc ouais, majorité à penser qu'ils vont rester là. Moi aussi, j'aurais voté ça. Je pense qu'ils vont réussir à échapper au play-in parce que cette équipe, elle a un côté résilient que j'aime beaucoup, un côté où ils trouvent toujours des solutions, un JB Bickerstaff, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup. J'ai vu que vous parliez de Kevin Love qui allait remplacer Jarrett Allen. Moi, je trouve qu'il est bien dans son rôle de 6e homme, Kevin Love. Donc il faut le laisser là. Il faut peut-être utiliser Markkanen en 4 et Mobley en 5, pourquoi pas. Je sais pas trop ce qui va être décidé par JB Bickerstaff. En tout cas, il va falloir trouver des solutions avec cette absence de Jarrett Allen, mais j'y crois, et en plus avec le retour de Levert, qui j'espère va pouvoir refaire sa place, et comme je disais, l'excellent niveau qu'a Darius Garland, je me dis qu'allez, le calendrier est pas trop dur, il va falloir gagner les matchs à la maison, ça ce sera essentiel, et Cleveland peut finir en évitant le play-in à mon avis. Allez, voici les Celtics. Et en ce moment, à Boston, j'ai vraiment l'impression de voir une équipe différente de celle que je voyais en début de saison. On avait une team qui jouait quasiment en ISO tout le temps, avec Jason Tatum qui jouait un coup, après c'était Jaylen Brown qui jouait à son tour. Et en fait, quand les deux étaient pas bons en même temps, c'était très dur de gagner pour eux. Ils ont été très critiqués, notamment pour leur manque de circulation de balles en attaque. Leur défense, elle était correcte, très correcte même, mais c'était pas non plus super au top. En tout cas, on pouvait en attendre plus de leur part. Et là, aujourd'hui, on voit les Celtics qui sont une équipe pour qui la balle circule super bien, qui défend super fort, et ça se voit, il suffit de regarder leur remontée au classement pour s'en rendre compte. Là, regardez le classement, ça semble clair, Boston vise davantage du terrain aujourd'hui, ça vise le top 4, et je pense qu'ils ont moyen de le faire vu le niveau qu'ils affichent, et ça s'est vu direct dans la grosse win face à Brooklyn dimanche par exemple. En ce moment, on a un Jason Tatum qui est sur son petit nuage, qui touche plus terre, il a encore mis plus de 50 points, je trouve qu'il force beaucoup moins, il joue beaucoup plus naturellement. Quand en début de saison il y avait des défaites, il essayait trop de prendre les matchs à son compte, trop jouer pour lui, et franchement ça fonctionnait pas, donc c'est bien qu'il laisse le jeu venir à lui. On a à côté un Jaylen Brown qui fait son taf, qui le fait bien, dans son rôle de Robin à côté de Batman, moi c'est la comparaison que j'aime bien faire entre les deux, parce que je trouve qu'elle leur va bien, et ok, peut-être que Jaylen Brown est dans l'ombre, mais l'impact qu'il a des deux côtés du terrain est vraiment excellent. On a les arrivées de Derrick White et de Daniel Theis. Je trouve qu'elles s'inscrivent parfaitement dans le collectif et elles compensent vraiment bien des Dennis Schroeder et des Enes Freedom qui, je pense, n'apportaient pas forcément que du positif à cette équipe. Donc franchement, Derrick White et Daniel Theis, c'est peut-être moins clinquant, mais c'est beaucoup plus dans ce que veut construire Ime Udoka. Et d'ailleurs, Ime Udoka, on peut en parler un peu, je trouve qu'il a un discours qui aujourd'hui paraît parfaitement passé. Il a réussi à souder son équipe, à leur faire comprendre qu'il fallait jouer ensemble, et tout ça fonctionne. Il a mis des systèmes en place avec une balle qui circule, un peu en mode Spurs basketball, c'est peut-être pour ça que Derrick White s'intègre si bien dans l'équipe, qu'on voit les Celtics, c'est l'équipe en forme du moment. La confiance a l'air au top, les joueurs s'entendent mieux que jamais, ça se voit dans les déclarations, ça se voit dans les conférences de presse, et là ça semble dur à stopper. Alors bien sûr, il y a eu quelques accidents, ils avaient perdu face aux Pistons d'1 point je crois juste avant le break,
break, ils ont perdu aussi face aux Pacers dernièrement, ça aurait dû être évité, mais bon, ça empêche pas l'équipe, à part ces 2 wins, ils sont à 14 victoires sur les 16 derniers matchs, à part ces 2 défaites, je crois que c'est les 2 seuls, hein. Donc 14 victoires sur les 16 derniers matchs, avec 2 défaites contre des équipes qu'ils auraient dû battre comme Détroit et comme Indiana. En plus de ça, ils ont pas de blessés, ils sont en parfaite santé. Maintenant, quand on regarde le calendrier, c'est sûr, il paraît pas des plus évidents, ils ont un road trip à l'ouest qu'il va falloir gérer, mais en vrai, j'ai pas trop peur, vu l'excellent niveau que les Celtics sont en train de nous montrer. À mon avis, ils devraient pouvoir aller en play-off sans trop forcer et sans passer par le play-in. Concernant les Celtics, vous êtes 72% à les voir finir en place 4, 5, 6, mais de ce que je vois dans le chat, c'est plutôt à la place 4. Vous pensez que c'est un peu trop juste pour le top 3, mais vous y croyez quand même fort pour l'avantage du terrain. Vous êtes 17% à penser qu'ils vont continuer sur leur bonne dynamique et accéder à une des 3 premières places. Pourquoi pas ? Parce que effectivement, défensivement, ce qu'ils montrent, c'est hallucinant, c'est flippant. Robert Williams fait une super saison défensive. Al Horford, on n'en parle pas assez, mais il fait des grosses choses. Je trouve que les 2 gars sont super complémentaires. J'en parlais aussi tout à l'heure quand on a le duo de backcourt d'Eric White et Marcus Smart ensemble sur le terrain. Je trouve que ça fait une vraie tenaille et les meneurs adverses, ils doivent pas respirer une seule seconde. Donc ouais, pourquoi pas. Je pense que ceux qui le voient dans le top 3 croient vraiment en cette défense des Celtics qui peut les emmener loin. Et après, par contre, vous êtes 11% à penser qu'ils devront passer par le play-in. Peut-être à penser que cette série, c'est juste quelque chose de temporaire. Donc peut-être qu'ils vont rebaisser dans les classements. En tout cas, grosse majorité en 4, 5, 6 pour Boston, c'est intéressant. On verra à quelle place tous ces votes les situent dans le classement final pour remplir le bracket. Voici les Chicago Bulls, et attention, je pense à la fin de saison pour eux, parce que depuis le début de la saison, l'équipe est portée par un duo DeRozan-Lavine qui est vraiment, vraiment fabuleux. On a une équipe de l'Illinois, je trouve là, maintenant, qui est encore un petit peu en train de marquer le coup. Si au début de la saison, le top 4, ça devait être une évidence à l'Est, voire même le top 2 il y a quelques semaines, là il y a une petite série de défaites qui a mis la team en difficulté récemment dans sa conférence. Pourtant, cette campagne avait vraiment, vraiment bien commencé, avec un DeRozan qui s'affichait en mode superstar. J'ai bien apprécié aussi qu'il y ait des solutions qui soient trouvées, malgré la blessure de Patrick Williams. Et en fait, le truc, je pense, qui a changé et a apporté beaucoup de choses à Chicago par rapport à la saison dernière, c'est l'expérience dans les 4e quarts avec un DeMar DeRozan qui est intenable dans ces moments, et ça change tout. Et maintenant, depuis le début de la saison, on parle énormément de DeMar DeRozan, on en parle comme un potentiel candidat au MVP, et c'est mérité. Alors, pour que ce soit mérité, il va falloir que Chicago remonte un petit peu dans le classement, mais vraiment, on parle beaucoup de DeRozan. Par contre, attention à pas manquer de respect à Zach LaVine, qui franchement fait une saison assez exceptionnelle, lui aussi. Peut-être qu'il est un peu moins leader charismatique que DeRozan, mais regardez ses stats et son efficacité, c'est un truc de ouf. Et un Nikola Vucevic, qui, même s'il a mal commencé sa saison, et je pense que beaucoup de gens se réfugient là-dessus, quand il juge le niveau de Nikola Vucevic, mais quand on le regarde dernièrement, je trouve que maintenant il est beaucoup mieux trouvé près du cercle que c'était le cas avant, et on a un Vucevic qui est vraiment bien utilisé. Et donc franchement, ok pour DeRozan à Chicago, mais il est loin d'être tout seul. Donc ouais, quand t'as des joueurs comme ça, quand t'as un trio comme ça, tu gagnes des matchs, et c'est logique. Après, moi, si je suis aussi honnête, je suis quand même un peu surpris de voir la vitesse à laquelle tout a cliqué. Je m'attendais à ce qu'il leur faille un peu de temps à tous ces gars pour se trouver, et pas du tout. Donc ils ont prouvé que c'était des joueurs intelligents, qui avaient de l'expérience, qui pouvaient s'adapter, et en plus de ça, il y a eu un effectif, je trouve, qui a été construit de manière très équilibrée, par Carny Chauvas, qui a fait du bon boulot, un Billy Donovan, qui est un des coachs qui est très souvent critiqué, qui pourtant fait du bon taf, donc tout ça, je pense que ça a permis à Chicago de réaliser une saison très prometteuse et très enthousiasmante. Maintenant, faut le dire, les blessures de Lonzo Ball et de Alex Caruso font du mal, et là ça commence à faire un petit moment qui manque ces deux-là sur les postes arrière, et ça fait un trou. On aime bien se moquer de lui, de Alex Caruso, de Carugot, mais faut pas oublier à quel point son rôle est essentiel des deux côtés du terrain. J'avais fait une vidéo à son sujet d'ailleurs pour expliquer ça si ça vous intéresse, mais vraiment pour moi il est un pion essentiel qui manque beaucoup à cette équipe des Bulls. Maintenant attention, je veux pas manquer de respect à des mecs comme Kobe White ou comme Ayo Dosunmu, que je trouve très bons sur les postes arrière, sauf que ils apportent pas peut-être exactement la même chose. Dosunmu pour l'instant il manque d'expérience, même si c'est un mec très fougueux qui fait plein de choses, et Kobe White qui parfois peut retomber dans ses travers et croquer un petit peu. Donc bon, maintenant quand même respect à eux, parce que je trouve qu'ils limitent clairement la casse malgré les blessures, et pour ça bravo. Mais cette saison, on a quand même une conférence Est qui est dangereuse, et un classement qui est très 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 serré, et on le voit bien, enchaîner quelques blessures, enchaîner quelques défaites, ça peut vite vous faire dégringoler, et c'est ce que sont en train les Bulls s'en rendent compte, ils voient ça actuellement. Donc finalement là je me dis, avec un Boston qui revient à toute blinde en plus, ils devront peut-être lutter s'ils veulent garder l'avantage du terrain, parce que leur calendrier, il suffit de
de le regarder, c'est clairement l'un des plus compliqués, l'un des plus difficiles en NBA, avec beaucoup de matchs à l'extérieur, des matchs contre des grosses équipes. Heureusement qu'ils finissent par une petite série de victoires à domicile, de victoires, non, ça on verra bien, mais heureusement qu'ils finissent par une petite série de matchs à domicile avant de finir la saison à Minnesota. Mais calendrier difficile, des blessures. Pour moi, il va falloir espérer que Caruso et Ball reviennent vite, parce que là, s'ils veulent garder cet avantage du terrain, à mon avis, ces Bulls, ils vont avoir besoin de tout le monde. Concernant ces Bulls, vous êtes 62% à penser qu'ils ne seront pas dans le top 3, donc 62% à penser qu'ils seront aux places 4, 5, 6, c'est vraiment une grosse majorité. 29% quand même à penser qu'ils peuvent atteindre ce top 3, et c'est vrai qu'au vu des qualités qu'a montré l'équipe, pourquoi pas. Par contre, vous êtes 10% à moins y croire, donc 5% qui disent qu'ils vont passer par le play-in, donc ça montrerait qu'ils dégringolent beaucoup, hein, et que cette mauvaise dynamique en ce moment s'amplifierait et deviendrait encore pire. Et donc 5% qui pensent que les Bulls ne feront même pas les play-in et vont vraiment dégringoler. Donc ça, c'est soit un hater des Bulls, soit quelqu'un qui n'y croit vraiment pas, soit je sais pas. J'ai du mal quand même à imaginer que les Bulls sortiront du play-in. Et c'est vrai que pour moi, les places 4, 5, 6, en fait pour moi ça va beaucoup se jouer entre Boston et Chicago pour les places 4 et 5. Voir ce que ça donnera, mais on verra ce que ça donne quand on remplira le bracket. Mais il y a des chances qu'on se dirige vers un premier tour entre Boston et Chicago qui pourrait être très intéressant à suivre, je pense. Parlons maintenant des Milwaukee Bucks, les champions en titre. Bon, alors, on pourrait dire, quand on les voit 3e actuellement, qu'il serait légitime, au vu de leur statut, de les attendre un peu plus haut, vu le talent et la puissance du feu de l'équipe. On a un trio, Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Jrue Holiday, qui a définitivement fait ses preuves en NBA, et là, cette saison, en vrai, moi je m'en fais pas, parce que tout le monde semble en balade, là ils sont sur une bonne petite série en plus, et bon là ce qu'on voit c'est qu'on a des Bucks qui font ce qu'il faut pour gagner suffisamment de matchs pour ne pas être en difficulté, et assurer l'avantage du terrain. En fait moi j'ai l'impression que sans trop forcer, ils apparaissent dans le top 3, c'est fort. Après il faut dire qu'on a un Giannis Antetokounmpo qui est très dominant, qui a banalisé des choses et des stats exceptionnelles, qui a même développé un petit shoot à mi-distance que je trouve de plus en plus sûr, et donc qui montre qu'il fait encore des progrès. C'est vraiment une machine avec une envergure et des qualités athlétiques de fou qui est super difficile à stopper. Et quand à côté on a un Chris Middleton qui j'étais un peu déçu pour être honnête de son début de saison, et là il commence lui aussi à véritablement monter en pression, et ça s'est vu dimanche soir quand il a scoré ses 44 points. Après on a aussi ce Jrue Holiday qui défend super bien au périmètre, enfin pour moi c'est un des meilleurs défenseurs au périmètre de toute la ligue. En plus de ça c'est un très bon playmaker, un joueur intelligent qui est toujours là pour mettre les shoots importants. Alors bien sûr il y a des fois où ça rentre pas, il a eu quelques crises de maladresse de temps en temps, mais ça reste quand même un joueur sur lequel on peut compter, un joueur sérieux, et on se rend compte que rien que avec ce trio, on a de vraies armes du côté de Milwaukee. Et après, pour aller un petit peu plus loin, moi ce que j'aime bien aussi chez ces Bucks, c'est comment ça fonctionne avec cette mentalité un petit peu next man up, j'ai envie de dire. On a Brook Lopez qui s'est blessé, qui a manqué la majorité de la saison, et en fait c'est pas grave, on a un Giannis qui a su compenser au poste de pivot, qui a très bien protégé le cercle, qui s'en est bien sorti, puis un Ibaka qui est arrivé, en attendant aussi Portis a très bien assuré au poste 5. On a un DiVincenzo qui est parti, on a un Pat Connaughton qui s'est blessé, et ben c'est pas grave, on a un Grayson Allen qui est excellent, moi je trouve, et en fait on se rend compte que l'équipe a une belle profondeur. On a même un Jordan Nwora qui a su briller quelques fois cette saison. Donc franchement, cette équipe, elle est profonde, elle est soudée, elle sait très bien relayer dès qu'il y a un absent, se relayer dès qu'il y a un absent, et je trouve ça très enthousiasmant. Alors par contre, attention quand même, parce que si on regarde le calendrier de l'équipe, selon Tankaton, moi que j'aime bien aller checker quand je regarde le calendrier restant d'une équipe, parce qu'ils font une formule mathématique pour voir un peu le niveau des équipes qui vont être affrontées, et on se rend compte que Milwaukee a tout simplement le calendrier restant le plus compliqué de la ligue. Et c'est vrai que quand on regarde cette liste de matchs, on voit bien que certains déplacements, ce sera pas une partie de plaisir. Mais bon, je le rappelle, on a des Bucks qui sont champions en titre, à mon avis, personne ne leur fait peur, et de toute façon, ils ont pas le droit d'avoir peur de qui que ce soit, vu leur statut, et je pense que l'objectif numéro 1, il est là, c'est pas forcément d'être premier à l'Est, ils l'ont vu la saison dernière, ils ont pu être champions sans être premier à l'Est, alors que les 2 saisons précédentes, ils ont tout donné en saison régulière, et ça s'est moins bien passé en play-off. Donc là, ça va être ça, arriver en play-off en bonne santé, garder l'avantage du terrain pour le premier tour, ce sera peut-être pas simple, mais ça doit le faire, et ça permettra de viser encore le titre, parce que leur objectif est clair, c'est faire le doublé à ces Bucks. Ok, pour les Bucks, c'est assez clair, vous êtes 88% à penser qu'ils finiront dans le top 3, et 12% à penser que ce sera top 6, donc 4, 5, 6. Et effectivement, en fait, cette saison cruise control chez les Bucks, où sans forcer, ils refont une saison un peu comme celle de la saison précédente, où ils veulent arriver en forme en play-off, on voit que même sans ça, vous les voyez quand même pour une grande majorité dans le top 3, et je trouve ça très cohérent, vu la force de frappe que peuvent posséder ces Bucks, de toute façon.
On parle de l'équipe qui s'affiche maintenant à la 2e place du classement de la conférence Est, les Philadelphia 76ers. Et là, voilà une équipe qui a l'air motivée pour aller le plus loin possible sur cette fin de saison. On a une arrivée de James Harden qui a hypé beaucoup de monde, et ce que le barbu a montré jusque-là, même si pour l'instant l'échantillon est faible, ça a déjà convaincu pas mal de gens. Donc qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il n'y a rien à dire, sa venue est très prometteuse. D'ailleurs, samedi, face aux Heat, son absence était flagrante. On a des Sixers qui ont tenu néanmoins, qui ont réussi à réduire un petit peu l'écart à un moment, mais qui n'ont jamais recollé, parce que quand Embiid est ciblé comme ça par les défenses, c'est compliqué à Philly de trouver quelqu'un qui va être capable de prendre le relais. Et justement, je pense que James Harden, en plus d'apporter son gros playmaking, il est aussi là pour ça, pour mettre des points quand Embiid est à côté, quand Embiid est trop ciblé, et pour apporter une nouvelle solution offensive qui est quand même assez exceptionnelle, parce qu'on parle quand même potentiellement, je sais que certains vont me taper sur les doigts si je dis que c'est potentiellement l'un des meilleurs attaquants all-time, donc si je dis c'est l'un des meilleurs, c'est peut-être top 10, mais quoi qu'il arrive, l'un des meilleurs attaquants de ces dernières décennies, ça je pense que c'est assez incontestable. Maintenant, attention, parce que j'ai quelques limites. Déjà, Gare a l'effet lune de miel, pour l'instant son arrivée est toute fraîche, tout est rose, on voit une équipe qui est super soudée, tout le monde rigole ensemble, tout le monde a l'air de soutenir, tout le monde se tape dans les mains quand elle est au complet. C'était un peu moins le cas face à Miami, donc je pense que Harden peut apporter du liant là, vu dans l'état d'esprit dans lequel il est actuellement. Mais combien de temps ça va durer ? On sait qu'on a un James Harden qui peut être un petit peu instable émotionnellement. Là, il a déjà pris l'habitude d'amener Tyrese Maxey et George Niang dans quelques soirées visiblement. Là, à Miami, il les a amenés en boîte. Et donc pour l'instant, ça marche bien, mais à voir comment ça pourrait durer et voir comment ça va réagir s'il y a une petite série de défaites là. Est-ce que tout va pas se dessouder d'un coup ? Je sais pas. J'ai pas la réponse à ça, mais c'est une éventualité à laquelle il faut penser. Ensuite, il faut aussi évoquer la profondeur de banc. Pour moi, les 76ers n'ont clairement pas le banc le plus fourni du monde, notamment au poste 1 et 5. Va falloir voir ce que donne l'arrivée de DeAndre Jordan, qui pourrait boucher quelques trous, notamment depuis le départ de Drummond, mais ça peut poser question. Là, ça va à peu près en fait. La profondeur de banc n'inquiète pas, parce que l'équipe est en parfaite santé. Pour l'instant, elle est au complet. Mais s'il y a une blessure, va falloir voir comment c'est compensé, va falloir voir si Doc Rivers trouve des solutions, et va falloir voir comment tout le monde s'adapte pour boucher ces trous. Est-ce que Philadelphie réussira à avoir la mentalité next man up dont je parlais pour les Bucks ou pas, mais ça peut être la clé pour cette fin de saison s'il y a des blessures. Et puis bien sûr, enfin il y a le calendrier qui, comme vous le voyez, est bien compliqué mine de rien, et il va falloir gagner pas mal de matchs si ça veut rester dans le top 2 de la conférence Est. Maintenant, est-ce que je suis pessimiste pour les Sixers ? Pas vraiment, parce qu'on a une équipe, je trouve, qui a quelque chose à prouver, beaucoup de joueurs qui vont vouloir montrer que notamment un James Harden, que s'il a demandé son transfert, c'est pas pour rien, un Joel Embiid qui joue vraiment pour être MVP, un Tyrese Maxey qui fait plein de choses en fin de saison, un Doc Rivers qui va vouloir montrer, j'espère, que c'est pas un serial choker comme ça se prouvera peut-être plus en play-off, mais justement les play-offs se passeront mieux s'il y a un bon seed, donc à mon avis on a une équipe qui va rien lâcher et qui va essayer de finir le plus haut possible. Donc cette fin de saison, en plus de ça, elle peut être utilisée pour choper un maximum de vécu collectif avant les play-offs, alors je m'attends à ce que les joueurs fassent le maximum de choses pour gagner. Est-ce que ça suffira pour rester dans le top 2 ou pas ? Ça va être à vous de me le dire. Mais beaucoup de choses, je pense, et devront être répondues du côté des Sixers dans cette fin de saison. Et pour ça, il faudra jouer à fond tous les matchs, même s'ils sont difficiles, parce qu'il y a plein de doutes qui peuvent être levés ou au contraire qui peuvent être amplifiés. Pour ces Sixers, vous êtes 69% à les voir dans le top 3. 31% les voir finir en 4, 5, 6. Donc a priori vous croyez plus aux Bucks qu'aux Sixers, et je peux l'entendre aussi, vu tout le positif que j'ai donné pour les Bucks. N'empêche que top 6 a priori c'est obligatoire pour ces Sixers, vous ne les voyez pas couler, et mine de rien 69% dans le top 3, ça veut dire que vous êtes potentiellement assez optimiste. Voici pour finir l'équipe qui s'affiche actuellement en tête de la conférence Est, le Miami Heat. Et s'il y a une équipe qui apporte des certitudes cette saison dans cette conférence, pour moi c'est bien Miami. Cette team joue exactement le jeu qui est attendu de sa part, à fond dans la Heat culture, à fond dans le Heat basketball. En gros, si je résume ça, en défense, on se bat sur tous les ballons, on joue dur, de façon hargneuse, et en attaque, on fait des sacrifices, on pense aux autres avant de penser à soi, on est capable de sacrifier son corps, de sacrifier son physique pour le bien de l'équipe, et quand t'as des joueurs qui croient à fond en ce projet, quand t'as les profils adéquats pour répondre à cette mentalité de jeu, que l'équipe est équilibrée, que l'équipe est bien construite, qu'on a su prendre vraiment des joueurs
qui répondent à cette mentalité, forcément que t'as des victoires et forcément que t'as du succès. Énorme big up à Eric Spoelstra, qui arrive à toujours sortir des joueurs secrets de son chapeau, qui les met pile dans le bon rôle, hein. Là, je pense tout de suite au petit Martin, je pense tout de suite à Denmon, je pense tout de suite à Gabe Vincent. Il y a pas mal de joueurs qui ont suivi du pané. On a, comment il s'appelle, Yurt7 aussi, qui a fait des bonnes choses. En fait, dès qu'il y a eu des absents, Spoelstra a su sortir un joueur de sa poche qu'il a su responsabiliser comme il faut, le mettre dans le bon système et exploiter ses qualités à fond. Pour ça, c'est un génie, Spoelstra. Il passe son temps à faire en sorte, en plus de ça, que tout le monde ait faim, tout le monde ait envie de gagner. Et si Miami est premier à l'Est cette saison, c'est avant tout grâce à cette mentalité et cette cohésion, à mon avis, cette alchimie qui est primordiale, rien d'autre. On a l'arrivée de Kyle Lowry qui a fait énormément de bien, même si en ce moment il manque pas mal de matchs en raison de soucis familiaux. Il va falloir espérer que ça se règle, hein. Je pense pas que ça les handicape pour la fin de la saison, mais en vue des playoffs, j'espère que tout ça ce sera derrière lui, pour lui, pour sa famille bien sûr, mais aussi pour le Miami Heat. Et il s'intègre parfaitement dans cette équipe de Miami. Non seulement il joue comme un bulldog, il provoque des passages en force dans tous les sens, lui aussi, hein, justement, c'est le meilleur exemple du côté sacrifier son corps et sacrifier les ballons et faire jouer tout le monde en attaque. Pour ça, il est parfait à Miami. Et en plus, là où je le trouve très bon, c'est son côté leader, où il arrive à transmettre cette mentalité aux autres, parce que maintenant, ça y est, on voit que tous les joueurs à Miami se mettent à provoquer des passages en force comme lui, tous les joueurs ont envie de faire comme lui, et pour ça, bravo. Bien sûr aussi, il y a Kyle Lowry que je remercie parce que c'est un nouvel arrivant, mais Jimmy Butler est également exemplaire dans ce côté leader, dans ce côté sacrifice, et j'ai lu il y a pas longtemps que des fois, avant le match, il dit « Ce soir, je compte sur vous, je veux prendre moins de shoot et je vais jouer pour vous parce que j'ai besoin de vous et il faut que vous soyez en confiance. » Et là-dessus, il est très bon. On peut aussi ajouter un PJ Tucker qui est arrivé. C'est pareil, lui c'est la même, hein, vous le connaissez. C'est un bon vieux guerrier qui n'a peur de rien, qui vient compenser les trous au poste 4 qu'il y avait l'an dernier et qui pareil, s'inscrit totalement dans ce hit basketball, dans cette hit culture. Donc je vais pas mâcher mes mots. Ce que je vois en ce moment à Miami, je trouve ça très fort. Ils défendent fort, ils attaquent bien et plus ça va, plus ils sont en train de creuser l'écart dans la conférence Est alors que tout était serré pendant toute la saison. Là, leur première place, ils semblent y tenir et plus ça va, plus ça semble évident, plus ils veulent appuyer leur avance. Et vu le calendrier qui les attend, avec tout plein de matchs à domicile, là, bientôt, notamment, j'ai du mal à imaginer comment ils pourraient quitter et comment ils pourraient abandonner cette première place. Eh bien, Miami, c'est assez clair. Et c'est très rare, donc c'est bien qu'on le souligne, c'est très rare que sur des lives on ait l'unanimité, mais pour vous, et en même temps je voyais pas comment ça pouvait être autrement, mais là on n'a pas eu de troll ou pas de haters. Miami, pour vous, à 100%, ça va finir dans le top 3, donc on va se remplir le bracket, et ça veut clairement dire, vu que c'est la seule équipe qui a eu d'aussi bons votes, ça veut clairement dire que Miami sera tête de numéro 1 dans la conférence Est. Mais là tout de suite, on va voir le reste. Épilogue. Alors ce bracket, on va le remplir tous ensemble et il a été fait à partir des votes que vous avez établis pendant tout ce live. Plus les votes étaient hauts et plus les places sont hautes, c'est logique. Et donc je vais le remplir en fonction de tout ce que vous avez fait et tout ce que les modos ont calculé. Alors à la place 10, ici, nous avons Atlanta donc qui passera par le play-in. Donc Atlanta qui est sur une bonne dynamique en ce moment, mais qui selon vous sera l'équipe la moins bien classée parmi les équipes qualifiées en play-in. En 9, vous avez choisi Charlotte. Donc ça peut nous faire un premier tour de play-in entre Charlotte et Atlanta, et l'équipe qui gagnera ce match devra affronter le perdant du match qu'on va révéler là, pour pouvoir se qualifier en play-off. D'ailleurs, ce match qu'on va révéler, en numéro 8, vous avez mis, où sont-ils ? Vous avez mis les Raptors, là, en numéro 8, qui vont affronter, pour ce deuxième match de play-in, selon vous, les Nets. Donc on a des Nets pour vous qui vont devoir passer par le play-in, et ça, quelle surprise, qui aurait pensé à ça en début de saison? Donc les Nets vont devoir passer pour le play-in. Donc si tout se passe comme vous l'avez pronostiqué un petit peu, les Nets devront absolument battre les Raptors dans un premier temps, s'ils veulent se qualifier à la 7ème place, donc à ce seed ici, et si jamais il y a un faux pas contre les Raptors, ils auront une deuxième chance contre le vainqueur de ce Charlotte-Atlanta. Donc même si les Nets doivent passer par le play-in, ils auront quand même 2 cartouches pour se qualifier, et vu l'effectif qu'ils ont, surtout si tout le monde est au complet en fin de saison, ce serait plutôt étonnant qu'ils ne fassent pas les playoffs. Donc ensuite, on va remplir la suite. En 6ème position, vous avez mis les
Cavaliers. Les Cavaliers, c'est presque décevant. Maintenant, c'est déjà très bien hein, pour eux, vu ce qui était attendu de leur part en début de saison. C'est déjà très bien de se qualifier en play-off directement sans passer par le play-in. Maintenant, c'est vrai que avec des Cavs qui ont été dans le top 3, top 4 toute la saison, c'est presque un peu décevant de les retrouver si bas. Mais je peux comprendre, la blessure de Jarrett Allen inquiète un petit peu et la dynamique était pas forcément ouf. J'aurais aimé peut-être les voir plus haut, mais finalement, ça paraît assez cohérent que vous les ayez mis là. En numéro 5, voici les Boston Celtics. Donc ils n'auront pas l'avantage du terrain, malgré la bonne dynamique qu'ils connaissent actuellement, mais qui auront quand même le meilleur seed de ceux qui n'auront pas l'avantage du terrain, sachant que ça va être, si ça se passe comme ça va être une série très intéressante, parce que vous avez mis les Bulls en 4, et là franchement, entre la saison des Bulls, qui est assez exceptionnelle, avec leur trio de fous dont on parlait tout à l'heure, et la bonne fin de saison des Celtics, et leur défense assez exceptionnelle, s'il y a une série comme ça, surtout vu l'historique qui est entre les deux franchises, là, je me rappelle dans les années 2010 de séries entre ces deux teams qui étaient assez folles, ça peut être très hypant de voir ça au premier tour, et ça, je signe direct, mais vraiment direct. À la place numéro 3, vous nous avez mis les Sixers, donc les Sixers ici, et là, ça ferait un premier tour contre les Cavaliers, ce qui peut être assez intéressant. D'ailleurs, on a vu un match entre les deux équipes dernièrement, donc les Sixers ont gagné. Ça peut être cool, hein, voir ce que peuvent faire les Cavs face à ces Sixers. A priori, les Sixers partiraient quand même favoris face à Cleveland. Mais mine de rien, vu tout ce que peut faire Garland, et d'ailleurs, il avait été très bon dans ce match, vu tout ce que peut faire Garland, ça peut être une série très cool. En numéro 2, vous avez mis les Bucks. Donc les Bucks, qui tomberont contre le vainqueur de Brooklyn-Toronto. Donc voir une série Milwaukee-Brooklyn, moi je signe tous les jours, vu l'intensité qu'il y a eu dans cette série de playoffs en demi-finale de conférence l'année dernière. J'avais adoré, hein. Pour moi c'était une des plus belles séries de playoffs de ces dernières décennies. Donc franchement j'ai trop envie de revoir une revanche entre ces deux teams, même si bien sûr il n'y a plus Harden aux Nets. Là, franchement, voir un duel Durant-Giannis Antetokounmpo, moi je suis ok tous les jours avec ça. Donc ça m'irait bien. Maintenant attention, hein, parce que ça peut aussi être les Raptors qui se qualifient. Ça, on peut pas savoir ce qui va se passer, mais si on suit un petit peu les pronostics et les favoris, ça pourrait faire cette série que j'aimerais trop voir. Et en numéro 1, sans surprise, vu qu'on l'avait dit tout à l'heure, c'est le Heat, donc le Heat qui affrontera une des 4 équipes, ça c'est impossible à prévoir, donc qui affrontera le deuxième qualifié au play-in, et là ça peut être un petit peu tout le monde. Si Charlotte ou Atlanta gagnent 2 matchs, ce sera eux, et le perdant de Brooklyn Toronto, si il peut gagner contre le vainqueur de Charlotte-Atlanta, ce sera eux aussi. Donc on peut potentiellement, si on suit les favoris, on pourrait potentiellement se retrouver avec un premier tour entre Miami et Toronto. Et là, de toute façon, si c'est pas Brooklyn, que ce soit Toronto, Atlanta, ce serait quand même pas mal, ce serait intéressant. Ou Charlotte, je pense que Miami sera grand favori de ce premier tour. En tout cas, je trouve que c'est assez cohérent ce bracket que vous m'avez rempli avec vos votes. J'ai pas trop de désaccords pour moi, il n'y a pas de blasphème ou pas trop de choses qui me déplaisent. Moi, j'aimerais bien, mine de rien, voir une série à un moment donné entre les Nets et les Sixers, vu le transfert qu'il y a eu entre les deux équipes, vu l'ambiance qu'il pourrait y avoir à Philadelphie pour recevoir Ben Simmons notamment, voir aussi comment Durant et Irving en veulent à Harden et voir quel niveau ils atteindraient, mais voir aussi comment Harden pourrait jouer contre son ancienne équipe. Si on suit ce bracket, ça ne pourra pas avoir lieu avant le deuxième tour, et là pour ça, il faudrait que Brooklyn gagne son play-in face à Toronto, qu'ils éliminent ensuite Milwaukee, et que Philadelphie élimine Cleveland. Alors quand même, ça paraît un peu le parcours du combattant pour les Nets, qui se taperaient le champion en titre dès le premier tour. Difficile pour eux, mais si c'est la solution pour qu'il y ait ça, moi j'aimerais bien voir une série Philadelphie-Brooklyn, donc on verra bien ce qui se passe, mais ouais, ce bracket je trouve plutôt bien, et bien joué à vous. Voilà pour ce qui est de la conférence Est et des playoffs, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'il vous convient ce bracket? Est-ce que pour vous il y a des gros blasphèmes, des équipes trop hautes, des équipes trop basses? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. De toute façon, il n'y a pas de secret, le mieux pour suivre tout ça, ce sera d'avoir le League Pass. Et si vous voulez bénéficier d'une offre à moins de 55€ là pour toute la fin de la saison, j'ai un lien, donc allez voir en description et cliquez dessus. Ce sera un moyen bien sûr de soutenir la chaîne, mais aussi de vous faire kiffer. Yeah baby. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce best-of, c'est super important pour la mise en avant sur YouTube et le référencement. Et gros merci du fond du cœur à tous ceux qui sub sur Twitch ou qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Ça apporte trop de force et c'est nécessaire. Alors je vous en prie, n'arrêtez jamais et surtout restez connectés, je vous donne rendez-vous dès lundi soir pour faire la conférence Ouest sur Twitch avec le best-of comme d'habitude 2 jours après. A très vite.